député John Hemming, à travers son association Justice for Families, soutient des tentatives d'appel à la Cour européenne des droits de l'homme, car au Royaume-Uni, non seulement les familles n'ont pas voix au chapitre, mais le gouvernement fait campagne pour des adoptions plus faciles, plus rapides et plus nombreuses, car l'an dernier, l'État a compté 4500 bébés de moins de 1 an non adoptés. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que les enfants sont autant victimes de l'État que les parents. Et en fait, entre un quart et la moitié des adoptions ratent, et l'enfant est retourné à l'État. Et elle rate à cause de la façon dont l'enfant a été traité par l'État, pas par les parents. Si j'étais restée avec mes parents, oui, ça aurait pu être dur à la maison, mais au bout du compte, ma vie n'aurait pas été aussi nulle qu'elle l'est maintenant. Je m'en serais sortie, je ne serais pas dans les filets des services sociaux, je n'aurais pas perdu ma fille. Ma mère, je ne peux pas vraiment la blâmer pour ce qui s'est passé, parce qu'elle-même a été élevée dans le système. Elle a été sévèrement abîmée par le système. Ma mère finalement a compris. Elle m'a dit, c'est vrai, j'étais pas en état d'être mère. Elle l'admet et c'était pas de sa faute. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'aider à développer ses capacités maternelles? Ils n'ont pas fourni le soutien dont elle avait besoin. Et puis moi, je suis arrivée dans le système. Je n'ai reçu ni aide, ni soutien. J'étais juste un enfant de plus. C'est devenu un cercle vicieux et quoi qu'il arrive, ma fille est finalement en danger dans ce cercle. Kirsty est dans une situation où, en théorie, ils peuvent prendre chacun de ses enfants. Nous avons un cas avec quelqu'un qui a perdu 10 enfants. Elle en avait 6 embarqués ensemble, et puis ils ont pris chaque bébé. Je n'ai absolument rien contre les parents adoptifs. Je veux les voir devant la cour parce que je veux pouvoir leur parler. Je veux qu'ils sachent exactement ce qu'il s'est passé. Je ne sais pas ce qu'on leur a dit de moi, je ne sais pas ce qu'on leur a dit de mon cas. Tout ce qu'ils savent, c'est ce que les services sociaux leur ont dit. Il faut changer le système, on ne peut continuer comme ça parce que cela détruit des vies. Ce n'est qu'une histoire d'argent. Avec son mari, Venita s'est laissée convaincre par une campagne intitulée « Donnez-lui un foyer ». Mais très vite, le petit garçon de 4 ans qu'ils ont adopté présente un trouble de l'attachement. À 13 ans, il réclame sa mère de naissance. Dans sa quête pour l'aider, Venita la retrouve. Les SS lui interdisent de la contacter sous peine de représailles. Elle attend que son fils grandisse encore un peu pour tenter sa chance. Mais déjà, elle a ouvert une fenêtre sur le monde des parents naturels. Je ne savais pas que cela existait. Je n'en avais pas la moindre idée jusqu'à ce que je rejoigne ce groupe l'an dernier. Et j'étais plutôt choquée. Vous découvrez qu'ils kidnappent les enfants. Vous pensez, mais mon Dieu, ils avaient un foyer. Je pense que beaucoup d'enfants enlevés de force à leurs parents auront par réaction ce désordre de l'attachement. À cause de tous ces mensonges des services sociaux, nous ne savons pas si le document F ou le document I est la vérité. Et nous ne pouvons pas savoir. Tout ce que je sais, c'est qu'il pourrait avoir été enlevé de force. Et tant que nous n'aurons pas parlé à ses parents, à sa mère, eh bien, nous ne saurons pas la vérité. Voilà, donc pour cette deuxième partie, ce dernier témoignage, ce témoignage de cette jeune mère adoptive est quand même assez ahurissant. Elle reconnaît qu'on lui cache tout, des méthodes des services sociaux et du contexte familial de l'enfant qu'elle a adopté. C'est un témoignage courageux. C'est un témoignage extrêmement courageux. La plupart des parents adoptifs, on exploite, disons, leur émotion à l'idée d'adopter un enfant, leur frustration de ne pas en avoir eu très souvent. Et donc, ils se laissent laver le cerveau très facilement par les services sociaux quand on leur dit les parents naturels sont des mauvaises gens, ils sont en prison, ceci, cela. Eh bien, elle a finalement été au-delà et elle est en contact avec ces gens qui recherchent leurs enfants.
Alors Florence, on entend aussi dans ce reportage le député John Hemming, membre du Parti libéral-démocrate, au niveau du Parlement britannique. Il semble bien seul. Je l'ai contacté, je lui ai demandé si c'était le cas. Je ne suis pas seul. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas contentes, mais c'est dur en Angleterre parce que quand il y a un problème avec des cours secrètes, le gouvernement ne peut pas faire rien. C'est la séparation de pouvoir. Et donc, c'est que le Parlement qui peut faire des choses. Mais le Parlement, pour quelques années, était contrôlé par le gouvernement. Et donc, ça change lentement, mais c'est très dur à créer des procès pour résoudre les problèmes dans les cours secrètes. Alors vous vous battez depuis longtemps, Monsieur Hemming, et dans le reportage, on l'a entendu, vous dites qu'il faut changer un système qui détruit des vies et qui est influencé essentiellement par l'argent. Alors quels sont pour vous les signes qui vous indiquent qu'il faut continuer à se battre? Il y a 5 années, c'était plus mauvais que maintenant. Et il y a quelquefois, il y a des cas que nous avons gagnés, mais aussi il y a plusieurs de journaux anglais qui sont intéressés dans cette matière. Et quand il y a suffisamment, le Parlement bouge. Quand le Parlement bouge, à ce moment, l'Église s'intéresse dans la matière. Quand il y a suffisamment de personnes qui disent qu'il y a un problème, le Parlement bouge. Est-ce que pour vous, une des priorités, c'est aussi de modifier cette loi qui empêche la presse de citer et de parler de ces affaires? Oui, ça c'est un problème aussi. Et parce que c'est dur, parce que les juges ne veulent pas changer ça. Hein. Les juges disent, la justice dit que c'est important que personne ne sait pas ce qui se passe. Et donc, lentement, il change, mais il doit changer plus vite. Mais ça veut dire, Monsieur Hemming, que le reportage comme celui que Florence Bellon nous propose ici en Belgique, ce même reportage, aujourd'hui, il est impossible à envisager en Angleterre. Oui, exactement. Ce qu'il peut dire en Belgique, elle ne peut pas dire en Angleterre. Et donc, c'est bon que le Parlement européen s'intéresse dans ceci, parce que c'est un problème de les droits humains en Angleterre. Et c'est un problème créé par les justices que le Parlement doit résoudre, mais il ne bouge pas. Voilà pour le point de vue de John Hemming, un point de vue qui n'est pas complètement noir. Florence, est-ce que vous partagez quand même l'optimisme relatif qu'il semble nous communiquer? Je crois qu'à partir du moment où on a commencé à en parler à l'étranger, donc ici, d'ailleurs il faut quand même dire que le gagging order n'est pas valable en Belgique ni ailleurs en dehors de l'île. Donc les menaces peuvent viser les correspondants, mais certainement pas les médias étrangers. Donc peut-être que ça changera des choses. Autrement, le fait est que depuis, moi j'ai compté déjà 150 ans d'adoption forcée, on n'a pas l'impression que les choses bougent toutes seules sur une île. Sur cette île en particulier. J'ai du mal à être optimiste, mais je ne suis pas une politicienne, donc je n'ai pas les ficelles entre mes mains comme John Hemming peut en avoir. Merci Florence, et nous n'en avons pas encore fini. Votre enquête nous apprend aussi que les services sociaux britanniques s'intéressent aux enfants étrangers. Même si la famille a quitté le territoire, ils peuvent garder les enfants quasi comme des prisonniers de guerre. En juin, Régis Biaki, un Français, père célibataire depuis 7 ans, s'est fait enlever ses 2 filles, Mathilde et Louison, 11 et 9 ans. Mathilde, parfois surnommée Mati, est rebaptisée Tilly par les services sociaux. Nous allons l'entendre en fin de reportage, mais d'abord, une avocate française au barreau de Londres, dont il faut préciser qu'elle n'est pas l'avocate de Régis Biaki. Le problème qu'ont les étrangers, ils se rendent pas vraiment compte, hein, parce qu'eux, ils arrivent, c'est beau, on est en Grande-Bretagne, les Anglais sont sympas, etc. On ne se rend pas compte la manière dont on peut se retrouver dans un engrenage. Je prends de ce père donc africain, hein, d'origine africaine. Tout ce qu'il a fait, c'est d'envoyer une tape sur la main au gamin, et il a déclenché tout le mécanisme. Et ça, je ne crois pas qu'ils se rendent bien compte. Alors déjà, ils vont réagir, mettons en français, et ça va être interprété un peu contre eux. Il est énervé, c'est parce qu'il psychologiquement il n'est pas bien, c'est pour ça qu'il est énervé, ou alors il est trop calme, c'est pareil. Alors maintenant, avant, c'est les enfants qui tombaient, c'était l'hôpital avant, qui leur faisait faire des radios en disant oui, il a peut-être eu une petite fracture. À chaque fois qu'un gamin est allé à l'hôpital, s'il avait des hémorragies derrière l'œil, c'était automatique, soi-disant, il avait été secoué. À un moment aussi, ce qu'on avait,
c'était la dilatation de l'anus. Alors les enfants allaient à l'hôpital, automatiquement il y avait, c'était à l'époque, on leur faisait la dilatation de l'anus, pour peu que l'enfant ait un peu de diarrhée ou de constipation, que l'anus ne refermait pas comme il aurait dû se refermer, on les enlevait aux parents sous motif qu'il y avait abus sexuel. Et maintenant, c'est plus du tout ça. Maintenant, c'est les écoles qui se plaignent. Il y a un gamin dont les parents ont été un peu stricts, voilà. J'ai vite réalisé que c'était sérieux parce qu'ils m'ont emmené, la police m'a emmené, ils sont venus chez moi, ils m'ont fouillé chez moi. Et puis, une demi-heure après, j'étais dans une cellule d'isolement. Donc j'ai pris ça relativement au sérieux. Donc, ils m'ont demandé si je voulais un avocat. J'ai dit oui. Un avocat, il est venu, donc un avocat criminel commis d'office, c'est lui qui m'a montré le rapport en disant il n'y a aucune trace sur vos enfants. Donc apparemment ça n'a pas suffi. Parce que mes enfants entre-temps étaient emmenés à l'hôpital et l'hôpital a constaté qu'il n'y avait absolument rien. Aucun bleu, aucune égratignure, aucune marque de coup, absolument rien. Bon. Donc je ne sais pas où est mes filles. On leur a fait écrire n'importe quoi, le tout et le contraire. On leur a pris un téléphone où elles pouvaient me contacter. Elles n'ont pas le droit de m'écrire, je n'ai pas le droit d'écrire. Et on m'a proposé de signer un papier comme quoi je pourrais éventuellement voir mes enfants dans certaines conditions. Et ces conditions, il y a une dizaine d'articles qui sont les uns les plus ridicules et humiliants pour un parent. Et notamment d'être obligé de parler en anglais avec mes enfants, alors que je parle jamais en anglais avec mes enfants. Et tout ça pour être contrôlé. Bien sûr, j'ai pas le droit de leur demander autre chose qu'il fait beau, vous avez de beaux habits, etc., etc. Ils sont enfermés dans une petite pièce avec quelqu'un qui supervise. C'est complètement pas naturel. Et il y a quelqu'un qui prend des notes méticuleuses en disant aujourd'hui, il n'a pas vraiment souri, l'enfant n'a pas été franchement dans ses bras. Ce genre de choses insupportables. Et évidemment, alors les parents se sentent supervisés, ils peuvent pas être naturels parce qu'ils disent je vais faire ça, on va m'accuser de pas être assez chaude ou pas trop affectueux, pas assez affectueux. J'ai même vu dans un cas où dans le droit de visite supervisée, la mère a eu interdiction de donner des cadeaux d'anniversaire, même indirectement, même par services sociaux à sa fille. Vous vous rendez compte? C'est un système pénitentiaire. Quelques jours avant d'être enlevée, Mathilde demande à son père de lui ouvrir un compte sur YouTube. Face à la caméra, elle titille Louison. Je vais le rendre à papa. Regarde, j'ai tout enregistré. Et c'est d'une scène comme celle-là que le drame démarrera. Les sœurs se bagarrent avec un balai. Le père se fâche et les sépare. Louison racontera la scène à ses camarades de classe. Une maîtresse écoute et interprète. Louison a été battue par son père avec un balai. Une fois retirée à Régis, Mathilde et Louison retournent à l'école où on les force à faire comme si de rien n'était. Une camarade, Scarlett, tentera en vain de les aider. Elles sont très tristes. Elles n'étaient pas comme ça avant. Elles ne pleuraient jamais. Parfois, la maîtresse ne sait pas qu'elle parle avec d'autres, mais quand elle s'en aperçoit, elle l'interdit. Elles ne peuvent même pas écrire de lettres ou n'importe quoi d'autre. Parce qu'ils ont fouillé nos sacs pour voir s'il y avait des lettres. Et ils en ont trouvé une dans le mien, de Mathilde. Monsieur Ford l'a donnée à Mademoiselle Coleman et ils ont grondé mon frère et Mathilde. Parce que mon frère, il l'aidait. Ils ont dit, si vous refaites ça une fois, vous ne sortirez pas durant 2 semaines. Au centre de contact, Mathilde glisse à son père un dessin explicite, elle et sa sœur dans une cage qui fait partie d'une maison entourée des mots help, help, help. Un avocat ira jusqu'à dire que Mathilde a représenté la situation antérieure avec son père. Le juge rejette tous les témoignages en faveur de la libération des enfants. Ils étaient 7, les 7 sont là à mentir, avec des papiers, avec des fausses déclarations, des choses qui sont vérifiables en quelques secondes. Mais le juge ne veut pas les vérifier apparemment, c'est jamais de son ressort, ça sera après, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Le problème, c'est que ces gens-là se pensent couverts.
C'est ça le problème, c'est que ces gens sont couverts. Et c'est pour ça qu'on sent une sorte de passivité. Aujourd'hui, je me suis fâché, mais il n'y a pas de réaction de leur part, parce qu'ils sentent ils pensent qu'ils sont protégés jusqu'à un certain moment, bien sûr. Moi, je vais vous dire, le problème du droit de la famille, on a l'impression quand même, et les familles ont l'impression qu'elles ont tout le monde contre eux. Il faut dire la vérité, c'est tous les mêmes. Donc les juges les connaissent. Tout ce qu'ils disent, c'est bien la vérité. Amen. On a l'impression que c'est pas la peine, tout est décidé d'avance. C'est pas de la corruption, je dirais que c'est de l'habitude. C'est pas la même chose. Et on ne veut pas qu'ils parlent de l'affaire, ni du procès, ni quoi que ce soit. Ça, c'est routine. Et puis, je vois toujours la terreur de ces gens que je puisse rester en contact avec mes enfants. C'est ça qui est le plus impressionnant. Ils sont terrorisés à l'idée que je puisse rentrer en contact avec mes enfants. Pas moi, que mes enfants puissent m'écrire. Parce que moi, ils pourraient dire que j'essaye de les influencer, etc. Mais les enfants, ils vont pas s'influencer eux-mêmes. Mais après 2 mois et demi, c'est le système qui n'a pas réussi à influencer les enfants. Mathilde parvient à appeler son père en cachette. J'ai eu peur que ça soit eux qui vérifiaient le numéro que tu avais fait, tu comprends? Non, j'étais besoin de faire un message. Oui, j'ai entendu, ça m'a fait, écoute. C'est comme une prison, on n'a pas le droit d'aller dans une... Mathilde, t'as réussi à m'écrire, t'as pu m'écrire? Non, tu peux pas. Non, parce que tout je fais, Alors, accrochez. Régis fera passer à sa fille un numéro de téléphone pour nous appeler. Plusieurs fois, elle nous téléphonera, parfois obligée de parler à voix basse ou de raccrocher précipitamment. Je suis dans ma chambre, mais je suis près des escaliers pour voir si quelqu'un monte. Parce que sinon, si quelqu'un monte, ils peuvent entendre que je parle français. Hier, j'ai téléphoné mon père et j'avais peur qu'ils allaient savoir que j'ai eu faire ça. Elle nous raconte qu'une assistante sociale a frappé Louison, qu'on leur dit qu'elles sont là pour toute leur vie et leur vaine tentative pour s'échapper qui causent encore des disputes. Je lui ai dit que j'ai organisé qu'on va s'enfuir, ma soeur. Elle dit tout, faut faire gaffe. Et après, elle dit... Oh, et toi tu m'as dit qu'on va s'enfuir et quelque chose comme ça. Alors, si on part, est-ce qu'on prend nos valises ou pas? Mathilde nous guide sur Google Earth dans l'espoir que nous puissions trouver sa maison, car l'adresse n'est pas visible. Seuls sur le collier du chien sont inscrits quelques indices. Quand tu viens, quand tu rentres, si tu peux voir, quand tu rentres, il y a des cailloux et un parking et il y a une voiture bleue et il y a juste une voiture bleue là. Tu vois, une mini. Est-ce que ça peut t'aider? Il y a des cailloux. Le dessin des fillettes en cage donné à son père nous aide aussi, car il montre la forme particulière de la maison. Elles vivent à 1 heure de Brighton, dans un hameau au milieu d'une forêt. Mais ce dernier coup de fil de Mathilde est découvert, les fillettes sont changées de famille, les contacts avec le père supprimés, et Mathilde ne parviendra plus à appeler. Il ne nous reste que le souvenir du mois de juin sur YouTube. Et c'est sur cette séquence vérité que se referme ce reportage réalisé par Florence Bellone avec l'aide au montage de Jean-Marc Bierset. Je vous parlais en début d'émission du prix européen octroyé à notre correspondante pour ce reportage qui a commencé l'année passée. L'Europe qui s'intéresse de plus en plus. Well, I want to say that for some scandalous stories, the main obstacle to report is just because it is happening in a rich, wealthy and civilized country. So nobody wants to believe you.